Pascal, ça a toujours été le rêve des dérangeants de venir déranger un ou une entrepreneur dans son quotidien, en fait. Puis aujourd'hui, on le vit pour la première fois. Fait que merci énormément de nous recevoir dans ton établissement, en fait, de Repentigny. Je suis vraiment contente de vous recevoir pour vrai, là. Ben écoute, merci de nous avoir choisis. Ben en fait, c'était vraiment un choix très logique parce que c'est une belle histoire que je veux qu'on découvre ensemble aussi. Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Les Dérangeants. Parce qu'on a à cœur le Québec d'aujourd'hui et de demain, on est là pour soutenir les leaders d'ici, engagés, visionnaires et passionnés. Ensemble, on s'investit pour avoir un impact positif sur notre société. Bienvenue au nouvel épisode des Dérangeants. Étienne Crevier à l'animation qui vous souhaite la bienvenue pour un épisode où est-ce qu'on s'est permis cet été, en plein mois de juillet, à 36 degrés dehors, d'aller déranger un entrepreneur dans sa business, vraiment, où est-ce qu'on est sorti du studio. Donc aujourd'hui, on est à Maripin, à Repentigny, en fait, pour rencontrer Pascal Perrault, une entreprise qui a doublé dans les dernières années et qui nous explique comment elle a réussi. Parce que des fois, quand on a un projet de financement, que c'est trop risqué pour la banque, mais c'est trop petit pour certaines institutions financières, on ne fit pas dans les cases, et où l'argent? Comment qu'on fait pour prendre un peu de risque? Mais il existe une solution. Puis en fait, Pascal, elle a accepté de nous ouvrir son jeu pour nous montrer comment qu'elle a fait, nous partager son histoire. On écoute ça à l'instant. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. L'établissement où est-ce qu'on est aujourd'hui, c'était un des premiers, si je ne me trompe pas, de la chaîne Maripin. C'était le premier, en fait. On est dans l'épicentre. On est vraiment là où tout se joue. si ça crash, c'est ici que ça se passe parce qu'on est dans la boutique présentement, mais derrière, il y a toute la production pour toutes nos boutiques, pour tout notre réseau. Fait que c'est vraiment la maison mère, c'est ici que ça se passe. Puis je faisais la blague un peu en arrivant parce qu'on a booké l'entrevue sans réfléchir que ça allait être un long week-end. Et là, il fait 36 degrés dehors. On est dans une boulangerie, fait qu'on affronte vents et marées pour offrir du bon contenu à nos auditeurs. Exactement. Puis j'ai eu chaud hier parce que l'air climatisé a lâché, comme dans à peu près, j'imagine, 50% des autres places. Fait qu'il faisait 30 dans la boutique hier à la fermeture. Mais là, ce matin... Hey, ça, c'est être entrepreneur. Toute autre tâche connexe. Voilà. Fait que, hey, j'ai une entrevue demain, on fait un tournage, mon air climatisé ne fonctionne plus. J'adore ça. Maripin, ça a été fondé par ton père, oui. En fait. Quand est-ce que tu as décidé de te faire violence à toi-même et de reprendre les rênes, en fait, de devenir entrepreneur? Tu sais, pourquoi ne pas t'être trouvé une job? Parce que tu travaillais chez Pratt & Whitney, oui. Tu avais un salaire, puis là, tu as dit non, moi, j'ai envie de faire des nuits blanches, j'ai envie de stresser, j'ai envie de gérer du monde. Quand est-ce que c'est arrivé, ça? Alors, écoute, ça s'est pas fait comme ça. Mais premièrement, mes parents ont fondé la boulangerie en 79. J'étais bébé. Et puis, j'ai grandi, on habitait au 2e étage de la boulangerie. Donc... Fait que ça sentait le pain tout le temps. Ça sentait le pain. Puis, tu sais, sans savoir, étant enfant, bien, on voulait aider nos parents, on voulait être avec nos parents, mais on n'avait pas beaucoup d'employés. Quoique, au départ, il n'y en avait pas du tout. C'était mes grands-parents qui venaient aider mes parents, puis qui avaient été boulangers dans leur petit village de la Naudière. Puis là, mes parents, ils étaient ici à nous montrer un peu, puis on s'est fait former, si on peut dire, parce que notre jeu préféré quand on était jeunes, c'était de faire des tartes. Moi, je fais des excellentes tartes sans savoir que je sais faire des tartes, parce que je mets ci, je mets ça, puis ça fait naturel, ça devient une seconde nature, là, carrément. J'ai suivi une recette, puis là, ça me cause des problèmes, parce qu'après ça, je suis pas capable de les reproduire, mais ça, c'est autre chose. Mais vraiment, on vivait dans la boulangerie, on jouait à cachette entre les poches de farine. OK, mais pourquoi ne pas t'être dit carrément, je vais être boulangère du jour 1? Pourquoi avoir songé faire autre chose, carrément? Je l'ai vu de mes parents. C'est un métier qui est dur. C'est un métier qui prend beaucoup de temps parce que c'est 24 heures sur 24. Le pain, les viennoiseries, les pizzas, ça se fait la nuit. Les gâteaux, les cuisines, c'est aux petites heures du matin. Les gens ici, il n'y a personne qui a un horaire normal. Là. Tout le monde a des horaires atypiques. C'est à 2 heures du matin que il y a le plus d'employés dans la production. Puis c'est aussi à 2 heures du matin que la plupart des boubous arrivent. Hein? Ah, classique, hein? C'est-tu tough trouver du staff pour ces horaires-là? Il y a eu des périodes très, très difficiles, mais non seulement des périodes comme pendant la pandémie, pendant le COVID, mais aussi par la nature des postes. Les postes chez Maripin, c'est des métiers spécialisés, mais non reconnus par le gouvernement.
Donc, on est avec des boulangers, des pâtissiers, des cuisiniers. Les boulangers, il y a des écoles ici au Québec, mais c'est pas des écoles qui vont en profondeur en boulangerie. Donc, quand les futurs... C'est pas comme en France ou en Europe où est-ce que c'est carrément un art, là. C'est loin d'être comme en Europe parce qu'il y a des stages pendant leur apprentissage, des stages qui durent de 90 heures à 390 heures selon les écoles, mais c'est pas suffisant pour former les jeunes à un milieu de production qui est vivant. Moi, ça me fascine, ça. Je pense qu'on va faire un épisode juste là-dessus. On te réinvitera parce qu'on a des écoles de jeux vidéo, puis ça, il y en a du monde qui font de la modélisation 3D, mais le boulanger, tout le monde mange du pain, puis on n'a pas d'école, alors qu'en France, ils ont le meilleur ouvrier de France pour vraiment tous ces talents-là. Compagnonnage aussi, qui sont pas ici développés du même sens. C'est extrêmement difficile de trouver ces spécialistes-là. Puis en plus, pour ajouter à ça, ils travaillent sur des horaires un peu atypiques, de nuit, de soir, de matin. Donc, pour les familles, c'est plus difficile. Il faut s'ajuster. Moi, ce que j'aime des épisodes sur terrain, en fait, c'est que là, on va prendre une pause parce que le maire de Repentigny vient juste d'arriver, puis on va aller le saluer. Tu peux venir, Nicolas? Oui, rentre dans le shot. C'est ça du balado. C'est carrément, c'est là. Salut. Fait qu'on est de retour avec la magie du montage. On n'a rien vu de ça. On va refaire un autre épisode où est-ce qu'on va revenir à Repentigny parce que Nicolas a quand même des beaux projets, mais je garde le suspense. Pascal, aujourd'hui, Marie-Pain, c'est combien d'employés? Aujourd'hui, on est environ à 130, 135 selon les périodes. Quand même. Puis combien de boutiques? On a 6 boutiques et demie, je dirais. Et demi? Et demi. Fait qu'il y a comme à moitié ouverte. Non, c'est ça. Elle ouvre 2 jours par semaine. C'est une boutique de liquidation qu'on a mis Très cool. de l'avant parce qu'on a des produits qui expirent rapidement. Nos pains, on veut pas les vendre pendant 2 jours. On veut que ce soit des pains frais de jour. Même chose des viennoiseries, les pizzas. Donc, on a une boutique de liquidation à notre entrepôt qui est ouverte 2 jours semaine. Fait que c'est notre petit ennemi. Puis là, juste pour nous mettre dans le bain de, tu reviens dans l'entreprise familiale, tu lèves la main à ton père, tu te dis, moi, ça me tenterait de continuer ça. Oui. Peux-tu nous raconter une anecdote, un moment où est-ce que tu t'es un peu cogné le nez, que tu t'es dit, oh my God, OK, ça va être plus tough que je pensais, là. C'est, un moment que tu as fait comme, ouais, faut que ça change ou faut que je change. Oui. J'ai travaillé quand même pendant 10 ans après l'université à l'extérieur, puis c'était dans une grande entreprise. Donc, j'avais des habitudes, des façons de faire, des outils qui étaient issus de la grande entreprise. Puis, j'avais eu l'occasion, dans mon parcours, d'être mis sur un programme de développement pour acquérir plus de connaissances. Fait que je gérais des équipes de plus en plus grandes. Je faisais des projets sur SAP. Je faisais du lean manufacturing. Fait que j'avais plein de termes qui n'existent pas en boulangerie, aussi des beaux buzzwords de grande entreprise. Donc, quand je suis arrivée ici avec ce bagage-là, puis boulangerie, pâtisserie, cuisine, c'est des artistes. Donc... il y a un petit disconnect qui peut arriver, là. Je dirais un grand. Un grand. Ça m'a pris 3 mois à m'ajuster. Comment parler aux gens, comment les amener à faire ce que je voulais qu'ils fassent. J'étais habituée avec des grandes équipes. Mais 3 mois, c'est quand même rapide, tu dirais. Fait que c'est 3 mois d'ajustement. Pour moi. Juste pour toi. Pour moi. Ça m'a pris environ, pour être franche, d'un 1 an à 3 ans, selon les sujets, selon les départements, selon le travail que je voulais faire. Puis au début, là, j'ai travaillé avec mes outils, puis là, j'avais plein d'idées. Puis à un moment donné, je me suis bien cogné le nez à plusieurs occasions. Puis là, je me suis dit, OK, c'est clair que je peux pas appliquer tel quel mes grands principes. Fait que là, j'ai commencé à être plus avec les gens, à plus comprendre comment ça marchait. Même si je suis issue de la boulangerie, même si j'avais grandi au 2e étage de la boulangerie, puis que je suis capable d'en faire du pain, je suis capable de tout faire les produits, d'ailleurs, de A à Z. Mais là, ça me servait de base, mais pour le côté humain, la relation, là, il fallait vraiment que je m'ajuste. Mais comment tu as pris ton cerveau et tu as adapté le fait que tu dis, je vois comment la grande entreprise fonctionne avec des millions de dollars de budget. Puis là, tu dis, on pourrait tellement régler ça facilement avec tel logiciel comme SAP. Mais SAP, on le sait, ça coûte $1,5 million par année juste pour la version de base. Oui. Comment est-ce que tu t'es dit, il faut que
je ramène les moyens du bord ou que j'adapte un peu mon niveau de qualité Ouais. à la réalité de la business qu'on a. Parce que quand tu as repris, vous n'étiez pas à 6 boutiques. Là, je pense que vous On étiez à... était à 3 boutiques. Fait que tu as doublé On la a business doublé. depuis. Puis, tu sais, ce que tu apportes comme point, c'est important parce qu'on a monté une marche à la fois. On a vraiment travaillé pour... en premier, on le faisait nous-mêmes, mes parents, ma sœur, moi. On prenait toutes les charges. On gérait faisait les commandes, on les loadait. Puis éventuellement, ben, en ajoutant un point de vente de plus, en ajoutant un client de gros de plus, ben, là, on ajoutait quelqu'un pour venir nous appuyer, quelqu'un plus fort que nous dans tel domaine. Puis, ça nous a amené à grandir comme ça, à augmenter le nombre d'employés, évidemment, mais au point où on avait plein de petits systèmes qui fonctionnent avec des ponts, avec des tableaux Excel, des choses. À la broche puis au duct tape, comme on dit. C'est ça, à pioche puis au pic. Puis là, là, on est rendu au point où il faut l'installer, le ERP, que je rêvais déjà il y a 15 ans quand je suis arrivée dans l'entreprise. Puis les outils, il y en a que j'ai essayé qui n'ont pas fonctionné, il y en a qui ont fonctionné, il y en a qui ont fait un temps, qui ont tombé parce qu'on manquait de temps, parce que c'était pas le Ou bon la croissance était trop vite en même temps. Bons employés en place pour pouvoir supporter c'est intéressant. aussi cette structure-là ou cette avancée-là. Il y a un concept en business qui s'appelle la vallée de la mort. Puis on en parlait, toi puis moi, parce que c'est ce que tu as vécu. Dans tes mots, là, c'est quoi ça, la vallée de la mort que tu as passé au travers ou que peut-être que tu es encore dedans, là, en fait? Oui, on a été dedans à différents moments. C'est sûr que dans la croissance, ça marche par marche. Donc, on est au seuil de la marche, puis là, on veut monter une marche. Il n'y a pas de petites rampes, de petits chemins faciles. Donc, il faut donner un coup. Puis, à l'occasion, on a donné des plus gros coups. On a ouvert 2 boutiques en 2010, en 2012, back-à-back. Puis là, on a tapé notre mur. Donc, mais je pense que c'est ça. Capacité maximale, on échappait des balles, notre structure fonctionnait plus, notre modèle d'affaires était-il le bon? On se posait plein de questions sur même notre culture. Parce puis tu ne peux pas les voir venir tant que tu ne le vis pas. Tu pense que tu vas être capable, mais moi, je me suis... de prévoir au mieux. Mais il n'y a pas de recette magique. Moi, j'ai toujours dit, je faisais plus d'argent à 35 employés qu'à 70. Parce qu'à 70, il faut que tu engages une directrice RH, il faut que tu ailles des processus, il faut que tu aies plus de meetings. Là-dedans, tu as des employés moins performants à 70. Donc, il y a t'es quasiment mieux de rester petit que... entre les deux, il est vraiment pénible. Là. De passer de 35 à 70 ou de 35 à 100, des fois, si tu restes trop longtemps dans cette zone-là, tu meurs, en fait. Il n'y a pas assez d'oxygène. Tu peux pas faire du surplace. Fait que c'est là que d'avoir plusieurs têtes pensantes, puis nous, on est chanceux, on est une famille en affaires, mais on a aussi des directeurs avec nous qui ont été en affaires eux autres aussi. Fait que la force de notre équipe, c'est vraiment ça. C'est qu'on met sur la table les problèmes qu'on a, puis on cherche des solutions, on cherche à s'en sortir. On a dû, en 2016, faire un agrandissement. On a appelé notre agent Sinov, nous a aidé à trouver un chemin vers le DEC. On a eu un prêt de Développement économique Canada. Puis ça a été comme ça qu'on s'en est sorti à ce moment-là parce qu'on n'était plus capable de produire tout ce qu'on avait besoin de produire pour nos 2 nouvelles boutiques qu'on avait tant souhaité ouvrir. Donc, là, tu étais endetté pour les ouvrir, fait que là, fallait que ça rentabilise. Puis, tu sais, atteindre le seuil de rentabilité sur un nouveau point de vente, un commerce de détail, tu le souhaites tout le temps dans les premiers mois, mais souvent, ça arrive sur l'année, la 2e année ou la 3e année. Ah ouais, 24-36 mois avant de vraiment d'être rentable. Si tu pars de zéro puis que tu veux monter une clientèle, ça peut prendre ce temps-là. Là, tu as parlé de Sinov parce que tu as implanté un ERP, tu as ouvert 2 boutiques, tu as changé ta production de place ou donc changé de local tout en même temps, à quelques années près? Non, ça s'est fait sur une échelle assez longue, vraiment une marche à la fois. Fait que on a fait un agrandissement. Ensuite, on a 2-3 ans plus tard, on a rajouté des équipements. Ensuite, 2-3 ans plus tard, là, c'était le temps d'ouvrir ou de se créer de l'espace. Fait que là, on a ajouté un entrepôt
pour l'Overflow. 2-3 ans plus tard, on était prêt pour une nouvelle boutique. Donc, l'ouverture d'une boutique. Puis là, présentement, ben là, on voit que nos systèmes, ils flanchent. Tous nos petits systèmes qui marchent en parallèle puis qui se communiquent à peu près pas avec des ponts. Donc là, on est rendu à implanter un ERP. Puis à chaque fois qu'on a un projet, on regarde les sources de financement. J'ai une directrice des finances chez nous qui fait un travail extraordinaire. Mais au départ, on ne l'avait pas, cette personne-là, quand on a fait notre premier agrandissement. Fait que là, c'était mon père qui disait hey, « Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Je vais appeler, je vais poser des questions. » Puis là, par ses connexions, par son réseau, ben on a su que l'ancien CLD qui était devenu le Sinov à Repentigny pouvait nous aider. Puis là, parle avec un agent. Mais c'est ça qui est fou, hein? Parce que tu as un projet, tu es dans la vallée de la mort, tu cherches de l'argent, tu sais que ça va être rentable. Ah oui, mais l'idée est bonne. soit que c'est trop risqué pour les banques, soit que c'est pas un montant assez significatif. Fait que certaines institutions disent, ben c'est trop de troubles. Non, tu as besoin d'un 250, 500 000. Dans ton cas, le ERP, c'était combien que tu avais besoin? On avait besoin d'à peu près 150. 150 000. Ce qui est quand même... Tu n'as pas ça sur une marge de crédit demain matin ou une carte de crédit, mais en effet, je connais beaucoup de banques qui vont dire, ben non, nous, en bas de 500 000 ou en bas d'1 million, on ne fait pas ça. Puis là, tu cognes justement pour ton centre local de développement qui était le CLD, mais Sinov maintenant. Puis là, eux, ils sont capables de faire ça? Ils sont capables, mais non seulement ils sont capables, mais c'est des gens qui sont adaptatifs comme j'ai jamais vu. Ils connaissent la PME, ils travaillent avec les PME, ça paraît parce que on arrive avec qu'est-ce que ça prend comme document, puis ils disent qu'est-ce que tu as déjà entre les mains. Tu sais, j'aurais besoin de 2 ans d'état financier en arrière, c'est sûr je les ai. Tu sais. Après ça, avec les banques, il faut produire des prévisions sur 5 ans. Que tu n'as pas nécessairement. Puis là, du jus, puis du temps, puis tu ne sais même pas si tu vas l'avoir au final. Moi, j'ai envie, en fait, Pascal, si tu me permets, parce que vu que tu es aussi à l'aise d'en parler, puis tu es aussi ouverte, puis ça aide tellement la communauté d'entrepreneurs d'avoir cette transparence-là. On va utiliser ton histoire comme un business case, parce que l'implantation d'un ERP, il y en a beaucoup des PME, des entrepreneurs qui passent à travers, mais qui ne savent même pas que ça existe du financement de 150 000 de la part d'un fonds local d'investissement, du Fonds local de solidarité, le FLS, FLI. Puis on a 2 invités qui vont se joindre, qui t'ont aidé, qui sont vraiment à tes côtés, qui vont pouvoir nous expliquer vraiment le comment, la boîte à outils. On a Jeffrey Bouchard, en fait, qui est directeur général à Merci l'Assomption et Sinov, qui est l'organisme de développement économique de la Naudière. Et on a Éric Desaulniers, en fait, du réseau des fonds locaux de solidarité, du Fonds de solidarité FTQ, que sa job, c'est d'aider partout au Québec ces organismes-là à justement déployer du capital. C'est non négligeable en termes de montant à l'échelle du Québec. Donc, on les invite, allons les chercher. Merci beaucoup de vous joindre, messieurs. Éric, tu travailles au Fonds de solidarité FTQ. Ta job, en fait, c'est d'accompagner les gens dans les fonds locaux d'investissement pour aider les entrepreneurs. Peux-tu nous expliquer, en fait, exactement combien de personnes t'accompagnent? C'est quoi ton quotidien? Oui, en fait, les fonds locaux de solidarité FTQ, c'est une organisation qui a été créée déjà il y a 35 ans par le Fonds de solidarité et la Fédération québécoise des municipalités. On est 7 personnes qui chapeautent ce réseau-là, un réseau d'une centaine d'organisations comme Sinov, ici dans l'Assomption. Alors, il y a une centaine d'organisations de développement économique, principalement les MRC et leurs organisations. Puis nous autres, notre mission, pourquoi on se lève à tous les jours, c'est pour accompagner, pour former, pour outiller ces équipes de développement-là, qui sont, ma foi, 400, 500 personnes partout au Québec, là, des îles de la Madeleine jusqu'à Gatineau. C'est comme la première ligne de défense. On dit justement, la première ligne dans le système de santé, là, c'est les infirmières qui nous accueillent. Là. Carrément, ta job, c'est de coacher cette première ligne-là. C'est quoi l'enveloppe, en fait, que le Fonds de solidarité a injecté dans les fonds locaux? Oui, alors le Fonds de solidarité, c'est 86 millions qui est injecté dans les fonds locaux, mais c'est 115 millions parce que les MRC ont mis 29 millions au départ dans chacun de leurs fonds à travers le Québec. On additionne ce 86 millions-là du Fonds de solidarité, alors c'est 115 millions qui sont disponibles pour toutes les entreprises au Québec via les fonds locaux de solidarité FTQ. Mais 115 millions, en fait, c'est fou parce que c'est disponible. Et on a du monde qui sont là pour aider à aller le chercher, à designer son projet. Puis, Geoffrey, toi, c'est un peu ta job avec Sinov. Que veut dire Sinov, d'ailleurs, si tu me permets? Dans le fond, c'est une conjonction de compagnie et innovation
pour marquer le pas dans la MSC de l'Assomption où c'est quelque chose qu'on priorise. Le support aux compagnies, mais particulièrement celles qui sont innovantes au sens large du terme. Puis combien de personnes dans ton équipe? On est une douzaine dans le service de développement économique de la MRC qui s'appelle Sinov. Puis oui, ces gens-là font le plus beau métier du monde. À chaque matin, ils se lèvent et l'idée, c'est de rencontrer les entrepreneurs et les aider à accomplir leurs rêves. Le FLIS, là, on l'appellera comme ça, Fonds local d'investissement, Fonds local de solidarité, c'est l'outil principal au niveau financier pour y arriver. Mais moi, ça me fascine parce que je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant et je vais avouer que c'est cette année que j'ai découvert que ça existait. Et je m'en veux quasiment parce que je suis aux premières loges, en fait, avec le Fonds de solidarité. Je rencontre du monde, on reçoit des entrepreneurs non-stop. Et est-ce que c'est moi qui est un peu tata ou j'ai l'impression que c'est le secret le mieux gardé au Québec? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Effectivement, année après année, des entrepreneurs découvrent cet outil-là. Par contre, certains le connaissent parce qu'un territoire uniquement comme la MRC de l'Assomption, c'est un fonds d'1,5 million qu'on a tourné 8 fois. Avec 1,5 million qu'on nous a prêté il y a plus de 20 ans, on a reprêté 12 millions dans 250 projets d'entreprise. Fait au moins, on peut dire que ces 250 entreprises-là le connaissaient, mais oui, ils gagnent à être connus davantage. C'est fascinant, ça, pareil. Puis là, messieurs, je veux utiliser votre cerveau pour aider, en fait, la communauté des dérangeants à comprendre le comment du pourquoi, la boîte à outils, de comment ça se passe d'appeler, comment on structure notre projet, c'est quoi les documents que ça prend, parce que des 150 000 $ pour implanter un ERP, je pense que je dois en connaître juste moi, personnellement, une vingtaine d'entrepreneurs qui triperaient de pouvoir avoir ça. Mais d'entrée de jeu, Geoffrey, toi qui es aux premières loges de ça, c'est quoi, en fait, le risque premier que tu dirais quand tu vois une boulangerie qui est en forte croissance, qui a le vent dans les voiles, puis là, qui veut faire des investissements, c'est quoi le risque qui te vient en tête quand tu vois un projet de même? Des défis de ce type d'entreprise-là, ça se ressemble toujours. Hein? C'est d'avoir une vision, d'avoir une planification stratégique et d'y aller étape par étape, sans prendre de trop grandes bouchées et sans se perdre dans le quotidien et dans les aléas qui arrivent. Puis on le voit, puis ici, il y a quand même une certaine taille. On travaille aussi avec des plus petites entreprises qui parfois se perdent dans des opportunités ou dans des apparences d'opportunités, mais qui peinent à garder le cap. C'est souvent ce qu'on surveille le plus avec les entrepreneurs. Le shiny object, comme j'aime dire en bon français, là, c'est comme la nouvelle opportunité qui est sexy, qui est comme on va aller faire. Moi, à chaque fois, j'ai un entrepreneur qui dit qu'il implante son ERP, il est en train de développer l'Ontario, puis il développe une nouvelle marque en même temps. Je suis comme, mon Dieu, c'est 3 activités complètement pas synergiques, qui font pas de sens. Puis quand tu as un entrepreneur qui vient de voir, tu sais, l'achat d'un équipement, développer un nouveau site web transactionnel, implanter un ERP, quel bout tu prends? L'éventail est même encore plus large que ça. Nous, on accueille le travailleur autonome qui se lève le matin avec une bonne idée puis qui veut se faire aider, jusqu'à l'entreprise de plusieurs centaines d'employés qui a un projet à mener de l'avant. Donc, les professionnels de Sinov accueillent ces entrepreneurs-là avec leur réalité, travaillent en discutant avec eux, posent un diagnostic, recommandent un plan d'action et réalisent ce plan d'action-là avec l'entrepreneur. Et souvent, ce plan d'action-là intègre l'élément d'aller chercher du financement dans le FLIS. Parfois oui, parfois non. C'est pas une fin en soi, c'est un outil. Mais l'accompagnement est beaucoup plus large que le simple accès au financement. Puis, Éric, je serais curieux de t'entendre parce que toi, ta job, c'est que tu vois tous les projets, mais en fait, tous les conseillers qui travaillent dans chacune des régions administratives du Québec. Tu as l'éventail. À quel point est-ce que les projets varient d'une place à l'autre? Est-ce que Val-d'Or est différent de Gaspé en Gaspésie ou de carrément la Montérégie? Est-ce que tu dois adapter un peu, justement, le coaching que tu donnes aux organismes? Ou tous les entrepreneurs ont le même problème, c'est ça? Je vous dirais que la réponse est oui et c'est non. Là. En fait, chaque MRC a ses priorités locales. Alors, ils vont travailler sur leurs propres priorités, leurs couleurs locales. Mais tu sais, au fil du compte, là, c'est les entreprises, il y en a dans toutes les régions. C'est des petites entreprises, ils vivent toutes les mêmes réalités. Et oui, c'est ça. Alors, pour ça que c'est oui et non, là, dans le sens que tout le monde a sa couleur, mais fin du compte. On se lève le matin, on a tous des problèmes de cash flow, des problèmes de HR, des problèmes de productivité. Un dossier comme Marie-Pain, l'implantation d'un ERP, à quel point ça représente, tu dirais, le 80-20 de la réalité de ce que tu vois comme, tu sais, quand tu vois les nouvelles tendances, les nouveaux projets qu'il faut se tenir à jour. Là, on parle de AI des fois aussi qui va changer la donne. Ouais. Est-ce que tu dirais que
l'implantation d'un ERP, c'est pas mal la norme d'un projet ou c'est au contraire un... Ben, c'est un des projets, mais je te dirais que de façon plus large, là, on fait grosso modo 500, 600 dossiers par année dans tout le réseau. Ben, il y a 50%, là, il y a 250, 300 dossiers que c'est de la croissance. Alors, on n'est pas dans le démarrage, on n'est pas dans la relève, on est dans des entreprises qui veulent s'améliorer, qui veulent grandir. Parce qu'on peut aller chercher le FLI pour du démarrage. Absolument. Absolument. Oui, il y a 125 dossiers par année qui se font dans le démarrage. C'est quand même vraiment hot. Là. C'est de l'argent, c'est de la dette, on se cachera pas, qui doit être remboursée, mais qui est bien mieux qu'un 10-15 000. C'est de la dette avec beaucoup de flexibilité par rapport à ce qu'on peut connaître des dettes habituelles. Souvent, on peut mettre des moratoires de 12, de 24 mois, particulièrement dans les dossiers de reprenariat qui sont prioritaires. On peut laisser l'argent dans l'entreprise plus longtemps sans remboursement, ce qui laisse respirer l'entreprise le temps de faire fructifier le projet qui a justifié l'accès au financement. Oui, vas-y, Pascal. Il y a même des fois des petites subventions qui viennent avec ça. Qu'on n'est pas au courant comme entrepreneur parce que est-ce que je fit dans tel critère? Est-ce que je suis un... On a tellement de... Des fois, un nouveau fonds, Jeffrey, tu as tendance à le dire, là, on a tendance à créer des programmes de subvention à qui mieux selon la tendance du mois. Ben, c'est un peu le défi. T'sais, à l'échelle locale, Pascal a raison, c'est que chaque milieu se donne des outils qui sont pertinents, complémentaires au FLS. Chez nous, pour des dossiers comme ceux-là, on s'est donné un fonds qui s'appelle le fonds propulsion, qui permet de venir mettre une aide au niveau de la subvention, qui vient combler souvent la portion intérêt et même plus du prêt. Ça, c'est une chose. Mais effectivement, après ça, quand on regarde le portrait plus large, la face cachée de l'aide aux entreprises au Québec, où il y a plein d'organisations, et je vous le dis, elles sont toutes compétentes et toutes composées de gens très compétents. Il en demeure pas moins qu'il y en a beaucoup. Plusieurs dizaines, pour rester poli. Quand on voit les fameux napperons là, de l'écosystème, l'entrepreneur s'y perd. C'est là où le service économique de la MRC, comme Sinov, prend son sens pour guider l'entrepreneur dans ce napperon-là. Mais il y en a pas moins qui sont en est venu à créer une porte d'entrée pour aider à décoder tout ça, qu'il n'y a pas des questions à se poser sur une optimisation de cet écosystème-là. Moi, c'est ça que je veux comprendre. Bien être là. Éric, tu l'as dit? Je voulais dire que c'est pour ça que le Fonds de solidarité a choisi ce réseau-là, parce que c'est un réseau, qui est à grandeur du Québec, qui sont dans toutes les MRC au Québec, mais en plus, ils sont au bord de la rue. À proximité de ces entreprises-là. Alors, c'était le plus beau choix pour le Fonds de solidarité pour... Un fit naturel, là. Absolument. Pascal, étape numéro 1. Tu t'es dit, j'ai besoin d'un ERP. Merde, j'ai pas le cash flow. Ça a été quoi la première... Même avant ça. Raconte-nous. On a un projet de croissance. On va appeler Sinov. On met la table, là. On est 1 an avant. On sait qu'on veut aller là. On n'est pas... Tu savais qu'il existait. On est en train de magasiner. C'est long magasiner un ERP. C'est long choisir. Mais on s'en va là. Fait on vous le dit, là, préparez-vous. Puis nous, on a un lien là-bas, c'est Chantal Joyal. Là. Donc, ma directrice s'appelle Chantal. Puis Chantal, on s'en vient, là. Fait que... Prépare-toi, c'est quoi qui est disponible, puis on va se reparler, puis on te met au courant. Donc, nous, on fonctionne comme ça, on est prudent. Peut-être que ça fait partie de l'ADN des PME en général, là, mais on veut que ça fonctionne. Fait qu'on essaie de planter des graines avant qu'on soit rendu. Mon grand-père disait tout le temps, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Fait que, plus tôt que tu es préparé, mieux c'est. C'est l'exemple parfait de ce qu'il faut atteindre comme société au Québec pour les entrepreneurs. Que chaque entrepreneur, tout simplement, connaisse son service économique de sa MRC et cesse de se casser la tête à essayer de comprendre et à essayer de gérer tout ce qui lui est offert par téléphone et par courriel à journée longue, par des organisations, par du privé, par des bottins de subventions, par toutes sortes de choses, que chaque entrepreneur du Québec sache naturellement, comme quand on sait qu'on est malade, on sait qu'on va à l'hôpital ou on sait qu'on va au CLSC, parce qu'on sait qu'on... En tout cas, c'est un défi. Au niveau des entrepreneurs, la porte d'entrée, elle est clairement identifiée et la notoriété est en train de se bâtir autour, avant de se lancer, par la TMRC. Ben, c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là et c'est ce qu'il faut qu'il se passe partout pour simplifier la vie des entrepreneurs. Puis il faut frapper plus tôt que tard. Alors, plus tôt dans le processus, il n'y a pas à attendre de dire, demain, je vais avoir un financement. C'est un très bon exemple. Mais sur ce point-là, je dois dire que c'est tellement flexible, tellement adaptatif, ils sont habitués de travailler avec des PME que ça a été signé la semaine qu'on en avait besoin, puis l'argent, on l'a eu dans la même semaine. Là, on a décaissé déjà très, très rapidement. Attends. En une semaine, oui. Tu as eu 150 000 oui, de prêts flexibles. Le prêt je suis jaloux. disponible.
Mais c'est un bon mythe à défaire aussi. Certains milieux se sont moins bien organisés là-dessus, mais notamment l'arrivée du FLS a permis ça, de rendre les comités d'évaluation décisionnels et exécutoires, plutôt que d'avoir à attendre des conseils de MRC qui souvent vont siéger dans un mois et demi, et l'entrepreneur est en attente. C'est pas le cas là où le FLS est implanté. Le comité prend une décision en fonction de ce que la professionnelle recommande, et dès les jours qui suivent, si toutes les conditions sont remplies, le chèque est émis. Jeffrey, je serais curieux de savoir, là, Marie-Pain est un dossier préparé, on a entendu, d'une entrepreneur aguerrie. Moi, TDAH, entrepreneur éparpillé, j'appelle Sinov demain matin, j'ai un projet. C'est quoi le premier meeting que j'ai? Le premier meeting est adapté à la situation. Et nous, le défi de nos équipes, c'est de rester volontairement naïfs pour des cas comme ça. Parce que parfois, derrière de la désorganisation, des choses qui ne nous apparaissent pas claires, peuvent se cacher de très bons projets. Et à l'usage, les conseillers peuvent venir un peu parce qu'on en voit aussi qui ont moins de potentiel. Fait que c'est de se garder une naïveté volontaire pour tout entrepreneur qui se présente chez nous. Et l'approche va être ajustée en fonction de la personne et de la réalité qui est là. Si on arrive quelqu'un qui arrive avec tous ses papiers, tous ses besoins et toute la planification est établie, ben une semaine plus tard, il y a un chèque. Si on arrive avec quelqu'un qui a besoin d'aide à se structurer, à rencontrer des gens, ben c'est ce qu'on va faire avec lui ou elle. Puis là, c'est toujours très beau tout ça parce que des fois, j'en ai fait quelques-unes entrevues puis je me dis, mon Dieu, c'est tellement simple. Il doit y avoir anguille sous roche. Là. Je peux pas croire. Y a-tu des dossiers gris des fois qui tombent sur votre bureau? Tu te dis, hey, je fais quoi avec ça? Tu sais, ça t'arrive-tu? En fait, Geoffrey, de prendre le téléphone, d'appeler Eric, de dire comme, tu sais, le FLS, acceptes-tu d'aller là? On peut-tu? Eric, t'en as-tu vu récemment des situations qui sont comme, ouais, je sais pas par quel bout de le prendre? Ben, il y en a plein. Hein. Nous, on a une équipe de 4 conseillers qui, quotidiennement, travaillent avec ces gens-là dans les MRC. Puis quand tu parles de zone grise, ben, des fois, il y a des dossiers qui ont besoin de dérogation parce que ça ne fait pas tout à fait dans la politique d'investissement. Alors, ben oui, on va travailler avec la personne. On va un peu recadrer le dossier, une nouvelle lumière à ce dossier-là. Puis souvent, ça va finir par une dérogation parce qu'on a regardé tous les aspects. Puis quel genre de dérogation tu as vu récemment sans nécessairement être violer la confidentialité, mais je suis curieux de... Le meilleur exemple, là, c'est nous, on a un critère qui dit qu'il faut que l'entrepreneur ait au moins une équité ou une mise de fonds de 15 % dans son dossier d'investissement. Bien, si on est dans un... 15 % du prêt. Fait que pour 100 000, tu as au moins 15 000. Bien, 15 % de son bilan. Je comprends. Il faut qu'il y ait une équité de 15 %. Alors, si c'est en bas de ça, on est dans un dossier de relève, on sait qu'il y a du potentiel, bien, oui, on va offrir une dérogation dans un dossier comme celui-là. Geoffrey. Des questions de ratio, des questions de secteur d'activité, mais ce qu'il faut quand même dire, puis oui, on va finir parfois par dire non à certains projets pour des raisons qui sont évidentes. Ceci dit, on a avec le FLS et avec les conseillers chez nous des gens qui sont en mode chercher une solution, trouver une solution. Ils sont pas en mode essayer de pas le faire. Puis ça, c'est un défi à plusieurs endroits, d'avoir vraiment des professionnels. Puis avec le FLS, nous, c'est Martin Coton, notre professionnel chez nous. Puis quand il y a des dossiers qui sont dans le gris, la conversation, c'est pas comment qu'on essaie de s'en sortir, c'est comment qu'on peut réussir à le faire, parce qu'on veut que ça fonctionne. Oui, puis les FLS, là, les fonds locaux de solidarité, c'est pas des cages à cocher, là. Il y a une analyse en arrière de ça. On regarde les problématiques. L'équipe de développement économique parle avec son entrepreneur. Alors, on n'est pas dans un programme où on coche des cases, là. On est vraiment dans une analyse fine de chacun des projets, chacune des entreprises qui sont différentes l'une de l'autre. C'est quand même incroyable. Pascal, quand tu disais les documents étaient raisonnables, c'était quand même, tu sais, ça a été décaissé en une semaine. Je serais curieux de savoir, c'est quoi raisonnable pour toi? Parce que c'est peut-être pas raisonnable pour comme un de nos auditeurs ou pour moi, tu sais. Tu as l'air d'entrepreneur très bien préparé, mais c'est quoi ces documents-là qu'il a fallu que tu sortes pour avoir? C'est peut-être parce que je suis une entreprise de la transformation alimentaire, fait que je suis aussi habituée à dealer avec le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, où quand on fait des demandes, bien là, les documents sont longs à remplir, c'est exhaustif, il faut fournir des modèles déjà établis, c'est difficile. Tandis qu'avec Sinov, ben donne-moi tes 2 dernières années d'état financier, pose des questions, on règle ça par téléphone. S'ils ont besoin d'un document additionnel, ils nous appellent, mais souvent, ils vont nous dire « Qu'est-ce que tu as en main? » Puis « OK, tu as déjà ça, ben fournis-moi ça, ça va m'aider. » Ou « Ah, ça va être suffisant. »
Donc, on n'a pas besoin de produire en plus. Ça, c'est tellement le fun, hein? Là, j'ai fait une demande de prêt récemment pour une de mes entreprises, puis ils me demandaient un bilan personnel. J'ai envoyé mon bilan personnel Excel que j'ai personnellement, que j'ai fait moi-même. Non, c'était pas sur leur format. Il fallait que je leur transcrive dans le template de la banque. Et voilà. Fait qu'ils font pas ça. Ils font pas ça. Non. Écoute, ça, c'est de la musique à mes oreilles. Parce que En tout cas, ils nous l'ont pas fait. Non. Puis, loin de moi l'idée de prétendre qu'on est parfait. On peut toujours s'améliorer, mais on est allergique à plusieurs choses, dont la liste d'épicerie. Premier réflexe, vous voulez un prêt, envoyez un courriel avec une liste d'épicerie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne avec une conversation, on va identifier qu'est-ce qui manque. Et si on veut faire un bon projet avec un bon entrepreneur, mais que la lacune, c'est peut-être de regrouper on va l'aider à regrouper ces documents. Fait que, sans prétendre être parfait, je pense que c'est un défi. Encore là, le même objectif que tantôt. On a besoin que les entrepreneurs réalisent leurs projets dans nos communautés. On n'est pas là pour leur nuire, on est là pour leur aider. travaille sur ta business, travaille pas sur ta paperasse. Absolument. Où est-ce qu'on trace la ligne, messieurs, Éric, Geoffrey, sur ça, c'est notre job, ça, c'est la job de la banque? Y en a-tu une ligne claire entre les deux ou y a-tu un déclic qu'on devrait éduquer nos entrepreneurs de dire, ben oui, ça, viens au FLI. Moi, je pense que la banque, elle analyse le risque de son prêt. Tandis qu'on n'est pas là du tout là, dans les organisations de développement économique. Oui, on analyse le risque, mais souvent, on analyse le risque. Chez nous, là, on a une grille avec 37 éléments. Mais c'est pour venir aider à pallier à des manques, à des faiblesses, à des défis que l'entreprise a. Alors, cette grille-là, ça n'a pas juste à analyser le risque pour mettre quel taux qu'on va mettre, mais plutôt pour aider l'entrepreneur. Éric, en faisant ma préparation pour l'épisode, j'ai réalisé que beaucoup d'entrepreneurs à qui j'ai parlé ont dit « Ah, j'ai reçu un prêt de ma MRC. » Où j'ai, mon comité, mon CLD, là, qui était l'ancien nom, maintenant qui va donner peut-être accès PME, un petit scoop, on y reviendra. Mais ils disent « Ah, c'est de l'argent qui vient de la MRC et non pas du Fonds de solidarité FTQ. » Est-ce que c'est volontaire que le fonds se retire, se met un peu derrière le rideau et laisse les MRC shiner, comme on dit? Non, c'est pas volontaire. Effectivement, on voudrait que les 2200 entreprises du portefeuille sachent que le Fonds de solidarité est derrière ça. Mais avant tout, le Fonds de solidarité a une mission, c'est d'aider les entreprises. Puis je pense qu'on l'a aussi bien avec 2200 entreprises au Québec. Je voudrais revenir sur les institutions financières. La question est importante, puis elle est d'actualité. La différence, c'est pas le service économique ou la banque. C'est le service économique et la banque. On n'est pas un concurrent des institutions financières. Et ça, c'est quelque chose qui s'est un peu déconstruit dans les dernières années. On avait auparavant différentes raisons que je ne maîtrise pas toutes, de très bonnes relations avec les institutions financières et on participait souvent de façon conjointe au montage financier avec eux. C'est moins le cas maintenant. Est-ce que c'est une notion de concurrence? Est-ce que c'est une notion qu'il y a moins de bons projets qu'il y en avait à une certaine époque? Mais il faut ramener ça. Les FLI et FLS ne sont pas là pour concurrencer les institutions financières. On est là pour complémenter. Et l'institution financière a tout intérêt que le FLI FLS soit présent dans son montage financier parce que quand le FLI FLS est là, il y a un agent à temps plein qui est là pour aider l'entrepreneur. Donc, s'il y a des difficultés, l'entrepreneur, la banque va être gagnante parce qu'il y a un agent qui va travailler pour lui. Et ça, il faut reconstruire cette compréhension-là. Elle est en train de se perdre. Je vais rebondir là-dessus, puis, anecdote personnelle. Quand j'ai acheté une entreprise, la banque m'avait offert de financer 100% de la transaction au début. Puis j'ai volontairement fait une place au Fonds de solidarité FTQ pour un petit prêt, je pense que c'était 10% de la transaction. Puis finalement, la banque était vraiment contente en analysant le dossier, en revenant sur leur esquisse, que comme, ah ben oui, une chance qu'ils sont là, puis ils peuvent-tu augmenter leur participation finalement? Fait que moi, j'aurais perdu probablement 2 mois avant d'acheter mon entreprise si j'avais pas déjà impliqué cette portion-là. Puis corrigez-moi si je me trompe, messieurs, mesdames. Mettons, une entreprise qui achète une nouvelle machine, une nouvelle emballeuse. Puis là, elle dit, je vais faire l'emballeuse. Puis là, la banque le finance, c'est un équipement, c'est le fun, c'est une hypothèque sur l'équipement, tout est beau. Mais elle dit, je vais attendre l'année prochaine pour faire le site web qui va automatiser. Mais là, ce que tu dis, c'est non, faites les deux. Le site web rentre peut-être pas pour la banque. Ou la portion mise en service de la machine, ou le fonds de roulement nécessaire peut-être, ou la pour engager tout ce qui va tourner autour de l'équipement. Mais c'est un très bon exemple où il peut y avoir un montage financier tout à fait complémentaire lié à l'implantation d'une machine. D'ailleurs, c'est rare que dans les dossiers des fonds locaux de solidarité, c'est une minorité que juste le FLS et le FLI. Parce que la plupart, il y a plusieurs intervenants dans le dossier. Là. Dans ton cas, Pascal, toi, ça a été juste le FLI.
Non, moi, j'ai eu aussi le MAPAC qui m'a ouais? donné une subvention après avoir fait tous les documents sur leur pro format. Là. Oui, on était Ça, chanceux. Je vois les cicatrices et la larme quand tu dis ça sur le bord de ton œil. C'est plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures faire C'est ça. d'autant plus frustrant quand qu'après ça, c'est refusé parce que tu dis, mon Dieu. Mais c'est aussi les délais. Parce En que plus. tu as une réception d'une lettre d'acceptabilité 5, 6 semaines, 8 semaines des fois après avoir déposé. Là, tu peux commencer à décaisser, mais tu ne sais pas si ton projet est accepté avant quelques mois. Fait que s'il est refusé, ben Puis là, c'est ta compétition pendant ce temps-là qui peut prendre de l'avance. Tu mets sur ça. pause, t'attends. souvent, t'attends. Et- T'attends pour être sûr. Jeffrey, ton truc que tu dirais aux entrepreneurs comme moi, comme Pascal, qui reçoivent 40 courriels de subvention possibles par jour, par semaine, des fois, comme c'est pas notre job. Je m'excuse, mais tu sais, comme de naviguer des fois cette toile d'araignée-là de qu'est-ce qui est offert, qu'est-ce qui n'est pas offert. En fait, avant même de répondre à cette question de comment naviguer, pourquoi c'est comme ça d'après toi? Comment on en est arrivé là au Québec? Question éditoriale. Il s'est développé toute une industrie de l'aide aux entreprises. D'où ça sort? Pourquoi ça a été éclaté autant que ça? Évidemment, il y a toute la notion gouvernementale qui lui-même a créé plusieurs instances. Après ça, le privé qui a suivi comme pour se donner en référence pour aider à se démêler là-dedans. Donc, c'est comme la machine qui alimente la machine jusqu'à un certain point. Il y a trop de monde qui font de l'argent La là-dedans. solution, encore une fois, elle va être simpliste. Faites-vous un ami dans votre service de développement économique de la MRC. Chez nous, ça s'appelle SINA. Pour Marie-Pain, elle s'appelle Chantal Joyal, mais on en a d'autres, des Chantal Joyal, et il y en a dans toutes les MRC du Québec. Faites-vous un ami là et assurez-vous que cette personne-là s'occupe bien de vous. Parce qu'il y en a partout dans le réseau. Et arrêtez de vous casser la tête avec toutes les autres organisations, toutes les autres offres que vous recevez et connectez-vous sur votre ami. Il est payé ou elle est payée pour connaître toutes ces choses-là et vous guider là-dedans. Tu as été DG de l'association des... Des Tu as été DG. président de l'association des DG des MRC, pardon. Absolument. Fait que tu connais tes amis, tu connais, puis je veux pas qu'on pointe de doigt nécessairement, mais quand tu dis faites-vous amis avec la personne de votre MRC, qu'est-ce que tu fais quand ton association est pas bonne? Qu'est-ce que tu fais quand, mon Dieu, ça répond pas? Bon, mettons que ça existait. Bon, si ça existait, on le saurait. Mais effectivement, tout réseau, et le réseau des MRC, c'est 100 territoires quand même. Là. 87 MRC, une quinzaine de villes MRC. Donc, c'est comme tout réseau. Il y a des maillons plus forts, il y a des maillons qui doivent s'améliorer, qui peuvent s'améliorer. On va pas se mentir, c'est sûr. Tous les réseaux, c'est vrai pour tous les réseaux. On a des outils pour aider à cette amélioration-là. Toutes les formations et l'accompagnement du Fonds local de solidarité en est un. Le ministère de l'Économie nous aide dans ce sens-là aussi. Et les associations comme la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, aident également en ce sens-là. Par contre, moi, je trouve qu'il y a aussi une charge du côté de l'entrepreneur qui va cogner à la porte de sa MRC tel que je le recommande et s'il ne reçoit pas la réponse escomptée et à laquelle il a droit, bien, il y a sa responsabilité aussi à lui d'aller un peu plus loin. On a nos responsabilités de réseau, les territoires ont leurs responsabilités, mais les entrepreneurs aussi ont leurs responsabilités. Toi, Éric, comment tu penses ça? Je suis tout à fait d'accord. Oui, peut-être que ça existe, tu as tout à fait raison, mais moi, je pense que l'entreprise, si elle a un refus ou si elle n'a pas de réponse, c'est sa responsabilité d'aller voir pourquoi. De recogner à la porte puis de demander c'est quoi qui va pas dans mon dossier. Et peut-être qu'il y a des bonnes raisons. Puis peut-être que ça va engager une conversation pour venir améliorer le dossier et aller plus loin. C'est ta job d'être entrepreneur, finalement. Voilà. Fait que sois un entrepreneur, puis entreprends. Et donc, va cogner, puis défonce des portes. Fait que, Pascal, toi, tu as été chanceuse. Tu disais justement Chantal, qui était... Juste rapidement, ce que je comprends, c'est que ces personnes-là restent longtemps. Moi, je l'ai vécu un peu avec une institution financière où est-ce que mon directeur de compte a changé 4 fois en 4 ans. Fait que toujours répéter la même histoire, toujours envoyer des documents. Tu as l'air de dire que non, c'est somme toute très stable et tu es accompagné depuis longtemps par la même personne? Je pourrais pas dire depuis longtemps parce que oui, il y a un taux de roulement comme partout ailleurs, mais la proximité est là. La proximité est là. Ils connaissent ces entreprises du secteur. On a la chance d'être quasi voisins, donc aussi on les voit à l'heure du dîner venir ici. On n'a pas juste Chantal qu'on voit, on a Guillaume aussi qui est un conseiller qu'on va lâcher un petit coup de fil parfois pour avoir un petit conseil à droite, à gauche sur d'autres choses qui sont pas nécessairement reliées à un besoin de prêt imminent,
mais qui font partie des questions qu'on se pose, puis qu'on a un nœud, on n'est pas capable de défaire le nœud, puis on va penser à eux. Comme quand on a ouvert notre boutique à Blainville, qui n'est pas dans la MRC ici, ben on a appelé les gens de la GAB là-bas qui étaient rattachés à l'époque à la ville. Maintenant, c'est la chambre de commerce. Puis ils ont su nous trouver un chemin. C'était difficile pour les demandes de permis à l'époque à Blainville. Puis ils nous ont supportés. Fait on peut l'avoir dans n'importe quelle région aussi, ce service-là. T'sais. Nous autres, on est aussi à Montréal. Puis à Montréal, ben c'est aussi disponible. Ben, ça, c'est intéressant parce que tu as ouvert Blainville en pleine COVID. Oui, en 2022. Fait que toi, t'aimes ça, le défi. Toi, Éric, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qui a changé justement dans la formation, dans les demandes depuis la COVID? On ne veut pas non plus ressasser les vieux souvenirs, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même, c'est plus pareil, là. Oui, main d'œuvre, approvisionnement, IA, nommez-les, là, il y a plein de défis qui ont changé. Puis évidemment, ben ça vient teinter chacune de nos formations, notre accompagnement, parce que c'est des défis qui ont peut-être commencé un peu avant la COVID, mais qui ont grandi après la COVID. Exacerbé, là. Oui, Ah, oui. ouais. On s'est réveillé le lendemain, puis tout ça était vraiment présent dans nos vies, là, dans la vie des entrepreneurs. Alors oui, notre accompagnement puis nos formations, nos outils ont été teintés là, par ces défis-là des entrepreneurs. Puis il faut quand même s'adapter parce que j'imagine le terrain, 400, 500 conseillers vous posent des questions. Il faut avoir du matériel, il faut être prêt. Je pick your brain, messieurs, parce qu'il y a deux situations. On ne veut pas, après 200 épisodes au Dérangeant, on voit différents cas. Il y a la relève entrepreneuriale, le reprenariat est le mot d'ordre sur toutes les lèvres ces temps-ci, et il y a le démarrage. C'est deux situations, souvent, des fois, un peu problématiques. Reprendre la business familiale, le rachat de parts, comment tu fais, mais surtout le démarrage. Quand tu n'as pas de vente, quand tu as une bonne idée, comment qu'on se finance, Fait que je serais curieux de commencer avec toi, Geoffrey, un dossier de démarrage d'entreprise qui vient sur votre bureau. Oui. Par quel bout le prendre? Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur a l'air mieux préparé qu'un autre? C'est quoi le conseil que tu pourrais donner aux gens de dire, comme ça, c'est du solide? Un dossier de démarrage, on mise d'abord et avant tout sur l'entrepreneur lui-même. Sa crédibilité, sa solidité, sa capacité à nous démontrer qu'il comprend le marché dans lequel il a l'intention de s'inscrire. Je le dis souvent, des prévisions financières en démarrage, c'est un concours de menterie. Moi, je dis que c'est de l'astrologie. C'est ça. C'est un concours de menterie. Tu peux mettre les chiffres que tu voudras. On mise sur l'entrepreneur en démarrage et sa crédibilité. Évidemment, aussi sur sa capacité à lui-même en injecter ou à avoir un entourage qui en injecte aussi. C'est beaucoup plus là que ça repose que sur croire ou non qu'on va vendre tant de milliers de dollars, la concurrence et tout ça. On l'analyse, on le regarde, mais on mise sur la personne d'abord et avant tout en démarrage. On disait 15%. 15% qui était comme une règle de pouce, un peu, de dire ça, c'est un chiffre somme toute adéquat quand on regarde, tu as mis de l'argent, tu es au bat, 15%, ça fait du sens. C'est des ratios reconnus dans l'industrie, effectivement. Et encore là, il y a des fois 10%. Il y a toujours une notion de jeu, dépendamment du secteur d'activité, qui peut être plus risqué, où on va aller en chercher un peu plus, d'autres qui sont plus porteurs, on va être plus tolérant. On s'adapte vraiment au projet. Puis, pour bien comprendre la réponse de Pascal de tantôt, quand elle parle de Guillaume notamment, il faut comprendre l'éventail de services qu'on retrouve. Depuis tantôt, on parle de financement. Mais quand on cogne chez Sinov ou dans un service économique, on ne va pas juste chercher du financement. On va chercher de l'expertise en embauche de main-d'œuvre immigrantes, en innovation, en amélioration de la productivité, évidemment en identification de partenaires. On va chercher de l'aide en diversification de marché pour ceux qui c'est pertinent, en exportation. L'éventail est extrêmement large. C'est pour ça que nos équipes sont pertinentes au-delà des outils financiers qu'on a. Oui, il y a un point aussi qu'on a oublié de mentionner, puis je pense que c'est quand même pertinent, puis Pascal, corrige-moi, mais tous les meetings que tu as eus avec l'équipe de Sinov, mais si tu n'avais pas pris le prêt, si tu n'avais pas signé, ça ne t'aurait rien coûté. Non. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça ne coûte rien d'aller cogner, dans le fond. Le financement n'est pas une fin en soi. Moi, ce qui est une fin, c'est que l'entrepreneur qui vient chez nous ait accès à la meilleure aide possible. Si la meilleure aide pour son projet à lui n'est pas chez nous, on va l'aider à aller la chercher. Mais on va l'accompagner pour le faire. Ma paye à moi, c'est qu'il prospère sur mon territoire et non pas de lui faire un FLI FLS. Ça finit souvent comme ça parce qu'on a un bon outil financier. Mais il y en a d'autres des partenaires qui en ont des bons aussi. Et on va aider l'entrepreneur avant d'aider notre propre fonds. Ça, c'est sûr chez nous. J'aime ça. Éric, par quel bout tu le prendrais, toi, le reprenariat? Parce que des fois, de racheter une entreprise, des fois,
Ça fait 15 ans qu'on est dans le domaine de la réfrigération. On voit une entreprise de HVAC à vendre, mais on n'a pas les reins assez solides pour l'acheter. Il faut mettre 15 % de mise de fonds. On ne l'a pas. Puis, mon Dieu qu'on serait bon. Mon Dieu qu'on a une belle vision. On peut-tu se financer avec le FLI pour racheter une business? Ça fait-tu partie des... Absolument. Le FLI, le FLS, le Fonds local de solidarité également. Premièrement, là, le premier réflexe, c'est de ne pas rester tout seul avec ça, cette idée-là, puis de traverser la rue, puis d'aller cogner à la porte. Ça, c'est le premier réflexe, de ne pas rester tout seul. J'ai ce rêve. Oui, et d'écouter aussi. Puis la faculté d'écouter, ça veut dire d'entendre des fois des choses où on n'est pas prêt à entendre tout de suite. Donc ça, c'est la première affaire quand on rentre dans une... Puis là, oui, il va y avoir toutes sortes de conseils comme, parle à ton acheteur. Est-ce qu'il veut rester encore quelques temps? Est-ce qu'il veut rester encore 1 an, 2 ans? Puis là, on parle d'une balance de vente là, dans une balance de vente. Alors, des fois, ça peut être un earn-out aussi. Absolument. Il y a plein de mécanismes. Là. Mais allons parler avec nos conseillers. Il faut un plan de match là, ici. Et le plan de match, il faut que tu le réfléchisses. Et qui de mieux pour réfléchir à ce dossier-là que d'aller cogner à la porte de ton organisation de développement économique local, puis de faire avancer le dossier avec soit eux, mais eux aussi peuvent te référer aussi à d'autres organisations. Tantôt, on parlait de logo, là. Eux autres, ils la connaissent. Ils connaissent le napron de logo. Puis, si ça dépasse leurs compétences, ils vont aller les chercher, ces logos-là, puis ils vont t'entourer. Il faut que la personne sache s'entourer. Fait que j'aimerais ça comme... Moi, c'est du contenu bonbon, ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Je pense que c'est comme une boîte à outils pour entrepreneurs. C'est un épisode qui va durer dans le temps parce que les gens vont revenir. Mais si j'avais à résumer la conversation qu'on a eue tous ensemble aujourd'hui, puis là, je veux vous entendre, je vais nommer, en fait, ce que je retiens de toute votre sagesse. Puis, n'hésitez pas à rajouter votre 2 cents, mais étape numéro 1, trouve ta porte d'entrée. Aujourd'hui, cherche le service, c'est où, c'est qui, c'est quoi le nom, c'est un appel, un courriel, c'est gratuit, Geoffrey. Absolument. Fais-toi un ami dans ton service économique. Puis ça va t'aider pour la suite. C'est aussi simple que ça. Puis là, tu nous as qualifié de sage. D'habitude, on me qualifie plus de dérangeant. Fait que je le prends comme un compliment. On t'offre le branding aussi. Cette porte-là est jamais loin, là. Comme tantôt on le disait, là, absolument. Il y a 100 portes au Québec. Donc, possiblement à quelques kilomètres. Elle est dans votre communauté. Deuxième boîte à outils. Donc, dans le fond, trouve ta porte. Deuxième boîte à outils, c'est qui la porte? Pose la question magique. Puis est-ce qu'il y a un site web? Y a-t-il une place ou est-ce que c'est tout centralisé? Ça, je rentre mon code postal puis ça me dit c'est qui? Ou au contraire, c'est encore... Oui? Le réseau Accès PME qui nous regroupe tous, effectivement, répertorie l'ensemble des services économiques des MRC comme étant le point de service du réseau Accès PME dans votre secteur, disponible sur le site du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Deuxième choix, tapez « Trouver votre fonds local ». Vous allez tomber... Dans le haut du Google, là, vous allez tomber sur la page. On est difficile à pas trouver. Votre SEO, il est bon. J'aime ça. Je suis fier de vous. Bon marketing. Moi, j'aime ça, by the way. Notre réalisateur, Félix, il est en ce moment en train de googler. Et il confirme. C'est facile à trouver. Donc, un autre petit goodies est dérangeant. Pascal, ce troisième truc-là que je résumerais, c'est plus toi, dans le fond, mais tu sais, parle de tes projets à ton monde. As-tu peur que d'en parler des fois de tes projets comme ça, quand tu sors trop de... Tu sais, j'en parle à mon banquier, j'en parle à la MRC. As-tu peur que ça aille aux oreilles de ta compétition? Non, pas pantoute. Plus que tu en parles, mieux c'est. Au contraire. Au contraire. Ce que je veux, moi, c'est pas écraser ma compétition. Ce que je veux, moi, c'est bien faire mes choses puis que les clients voient qu'on fait bien les choses puis qu'ils nous remarquent, nous. Fait que si je veux en parler à personne, je vais pas avoir l'aide que j'ai besoin. Donc, c'est plus mon mind. Tu fais du surplace. Un entrepreneur qu'on rencontre et que son réflexe, c'est d'être prudent, de dire « ça, je veux pas en parler tout de suite. » Pour nous, c'est pas un drapeau rouge, mais c'est un drapeau jaune. Ouais. C'est un drapeau jaune. C'est étape numéro 1, puis moi, je l'entends tellement en démarrage. Tu sais, j'ai peur de me faire voler mon idée. Non. Tu vas te faire voler, c'est sûr. Geoffrey, celle-là est pour toi. Arrête de perdre ton temps dans les bottins de subvention. Oui, absolument. Puis ça se multiplie, c'est incroyable. Les vidéos en ligne, puis je le sais, moi, les entrepreneurs m'en parlent souvent. L'endroit où les gens allument le plus quand je parle de cette problématique-là, de la multitude d'offres pour les entrepreneurs, entre nous, on dirait que tout va bien. Quand j'en parle à mes partenaires dans l'écosystème, ils disent non, on sait tout ce qu'on fait, puis on est tous bons. C'est vrai.
Parle-en à l'entrepreneur. Montre-lui le napperon. Parle-lui des courriels qu'il reçoit quotidiennement d'offres de consultants et tout ça. L'entrepreneur, là, quand tu lui parles d'une porte d'entrée pour l'aider à évacuer tout ça, le bruit. il allume. Moi, je vois toujours l'œil s'ouvrir à chaque fois que je parle de l'ampleur de l'écosystème. Des fois, nous-mêmes, on essaie de mapper cet écosystème-là, puis on est nous-mêmes perdus. Et vous faites ça à temps plein, en plus. Cinquième à retenir de ça, arrive avec ce que tu as comme dossier. Essaye pas de faire plaisir, pogne ton dossier, puis pars de là. Est-ce que je me trompe, Éric? Ou... Sois honnête, parce qu'on a besoin de savoir où tu es rendu, puis bien t'aider. Fait que cache rien, arrive avec ce que tu as. Sois transparent, pose les bonnes questions, écoute surtout, parce qu'il y a sûrement des bons conseils qui vont arriver sur l'écoute. J'aime ça. 6e conseil, en fait, aussi, c'est aie pas peur de, comme tu disais, être à l'écoute, donc aie pas peur de mixer. Donc, la banque, le fonds local, plusieurs sources, c'est pas grave. Si les gens disent, je complexifie ma structure, genre trop d'intervenants, au contraire. Et c'est même une recommandation qu'on fait, effectivement. Et le moindrement que l'entrepreneur arrive avec quelque chose de solide, on va lui éviter de faire la tournée. On va l'asseoir dans une salle et nous, on va éviter les partenaires identifiés comme étant pertinents. Et l'entrepreneur va raconter son histoire une seule fois. Et après, ça va être notre charge à nous, et non pas à lui, d'attacher ensemble ce qui est pertinent pour lui. C'est même un conseil que je donne, effectivement, de diversifier les sources de financement et de diversifier les sources d'aide possibles. Puis, dernier conseil que je retiens, en fait, c'est si tu bloques, demande de l'aide. N'abandonne pas. Pascal, je pense que... N'abandonne pas, jamais. Parce que ça va finir par débloquer. Ça va finir par débloquer, puis il y a des voies qu'on ne connaît pas qui vont s'ouvrir devant nous. J'aime ça. C'est comme un épisode vraiment sage, vraiment plein de bons conseils. Merci énormément d'avoir comme éclairci ça, d'avoir... Puis, dans le fond aussi, Pascal, de nous avoir ouvert le kimono, d'avoir accepté de partager tes chiffres. En fait, Geoffrey pour la réalité terrain, Éric, dans le fond, pour tout la sagesse que ça prend aussi pour coacher ce réseau-là. Moi, ce que j'aime cet épisode-là aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que quand tu es un entrepreneur, que tu as un rêve de business, trouver de l'argent, c'est pas aller au dragon puis sortir avec un chèque. C'est du monde normaux qui sont l'autre bord de la rue, qui sont pas connus, c'est pas glamour. Mais en 2 semaines, tu es capable d'avoir ton financement puis d'avancer, là. Puis tu n'as pas besoin d'aller faire le show. Absolument. C'est vraiment encourageant. Fait que, moi, personnellement, en fait, demain matin, je pense que je vais juste contacter mon FLS. Et j'encourage les auditeurs aussi à le faire. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions aussi à la maison, puis de partager aussi vos projets que vous avez. C'est quoi vos rêves les plus fous que vous avez, que vous aimeriez financer, mais vous dites, j'ai pas l'argent tout de suite. Ça sert à ça, les dérangeants, d'arriver avec des conseils pratico-pratiques pour vraiment ouvrir des portes, défoncer, vous aider à aller chercher justement le prochain niveau de vos entreprises. Réagissez, abonnez-vous, que ce soit sur Google, Apple Podcasts, Spotify, on est partout. Allez sur le site web www.lesdérangeants.com où est-ce qu'on va mettre le lien en fait dans l'épisode pour les FLS et trouver en fait son centre local de développement, son accès PME. Où est-ce que du coin, vous allez pouvoir plus facilement y avoir accès. C'était Étienne Crevier qui vous remercie encore une fois. Et vous remercie énormément, Pascal, de nous avoir accueillis dans les magnifiques bureaux de Repentigny. En fait, la boulangerie de Repentigny, c'est mission accomplie. On a dérangé une entrepreneur dans son quotidien, dans une journée assez achalandée, somme toute. Hein? Mais j'espère que vous avez apprécié. Puis allez voir l'épisode sur YouTube. En fait, c'est vraiment une très, très, très belle boutique, des beaux produits. Donc, Étienne Crevier qui vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!